Si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez faire une usine en France, vous allez la faire en Allemagne ou en Suisse parce que c'est beaucoup moins cher. Donc, vous détruisez toutes les grandes entreprises. Toutes les petites, surtout. Ouais. Et donc, ça, c'est la première des choses. Mais regardez dans l'enseignement, par exemple, si 95% des gens doivent avoir leur bac, ça veut dire que, comme il doit y avoir dans une classe sociale à peu près 30 ou 40% des gens qui doivent avoir leur bac, le reste, ils devraient heureusement faire autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous avez créé de la fausse monnaie. Vous avez créé 60% de gars et qui vont faire des licences de psychologie et de sociologie et finir par travailler chez McDonald's. Et ça fait des malheureux partout. Et les malheureux, c'est le pain dont se nourrissent ces gars-là. Parce qu'ils vont leur filer des subventions. Bien sûr. Donc, l'un des très grandes idées d'Orban, quand il a pris le pouvoir en Hongrie. En Hongrie, oui, Viktor Orban. Oui. Viktor Orban, c'est qu'il a dit, la paye des gens, leur salaire, doit dépendre de leur travail et non pas de subventions. C'est la première des réformes. Parce que dès qu'ils dépendent de leur travail, ils se retrouvent dans une atmosphère où ils travaillent avec d'autres et où ils peuvent créer des contre-pouvoirs. Mais si vous avez des subventions, dès que vous commencez à élever la main en gueulant, on vous supprime la subvention et vous avez personne qui va venir à votre secours. Donc la subvention est l'arme de la tyrannie. Et ils ont regardé simplement. Aujourd'hui, il y a 73 milliards de fraude de la Sécu. D'après Charles Pratt, moi j'en sais rien, j'ai pas fait les calculs, mais oui, Charles Pratt dit 50 milliards et d'autres 73, effectivement. Je sais pas combien, il y a 60. En tout cas, il y a des milliards. Il y a des milliards, et ce ne sont que des subventions, que des transferts. Donc, ce que je dis depuis des années, c'est qu'il faudrait faire un audit des dépenses de l'État pour savoir où passe notre pognon, mais je sais déjà qu'il passe des gens qui travaillent à des subventions. C'est une façon d'esclavagiser les gens. Le travail rend libre. Oui. C'était, je rappelle, l'enseigne d'Auschwitz. Oui, c'était l'enseigne d'Auschwitz. C'était moyen. C'est vrai que le travail rend libre. Oui. Le travail rend libre, c'est vrai, mais c'est terrible parce que quand on pense à cette connotation... Où Richelieu le disait de façon plus gentille, il disait le travail, c'est ce qui empêche l'oisiveté. Oui. Ça permet la hausse du niveau de vie et ça évite d'être un criminel. Mais alors, Charles Gave, pourquoi il y a eu cette vente à la découpe des bijoux de famille, enfin d'un certain nombre de bijoux? C'est que ces gens-là ont des gros besoins. Mais quel gros besoin? Je sais pas, mais j'ai quelques-uns de mes amis qui ont travaillé là-dedans. Ils étaient dans une des grandes filiales françaises, d'une grande société qui a été vendue à une grande société espagnole ou je sais pas quoi, qui était dans le secteur public, la société, la première collectivité. La française, c'était dans le secteur public, et le grand dirigeant n'a amené aucune création de valeur, parce que c'était un bon énarque, inspecteur des finances, j'imagine qu'il avait une salle à manger, mais à part ça, il n'a pas. Et je crois que quand il est parti, il a eu des stock options de 250 millions d'euros. Donc, si vous voulez, encore une fois, regardez la plupart des ventes qui ont eu lieu en France. Ça a été une très mauvaise affaire pour les employés, les ouvriers qui travaillaient là, qui ont tout perdu. Mais pour les 2 ou 3 grands patrons... C'est très bien. Et en général, ils partaient rapidement vivre à Londres ou vivre à Bruxelles parce qu'ils avaient trop d'argent pour vivre en France. On a de la peine pour eux. Mais c'est le but, encore une fois, si vous voulez, c'est que... Si ces espèces de très grands groupes qui étaient des succès mondiaux français, c'était aussi des contre-pouvoirs. Oui. Par rapport à l'État, parce que ils pouvaient gueuler, etc. Et à ce moment-là, ils pouvaient s'appuyer sur la force de leur société, en quelque sorte, pour... à partir du moment où il n'y a plus ces contre-pouvoirs, l'État, c'est une atomisation de plus. Donc, l'étape suivante, ça devrait être de détruire nos grandes écoles, comme ils ont détruit les universités, pour être certain de ne pas avoir un gars de qualité, quoi. Il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est que j'ai des petits-enfants qui sont ici ou là dans le monde, et aujourd'hui, dans le temps, quand j'avais leur âge, tout le monde partait étudier aux États-Unis. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde part étudier en Angleterre ou en Italie. Ce qui est rigolo. Ah oui, ils vont plus aux États-Unis, ils sont en Europe. Ils sont en Europe, ou en Espagne, en Angleterre, en Italie. Mais pas un ne veut aller en France, Ouais. Et je trouve ça curieux parce que ça prouve bien que les gens qui ont su garder leur système éducatif de qualité, les gens préfèrent aller en Europe que d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Mais aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus d'enseignement de qualité en France. Donc, en fait, vous dites juste quelque chose. Est-ce qu'il y a, alors, il y a effectivement les stock options, les 250 millions d'euros, c'est vrai que c'est intéressant. Mais juste, toutes ces décisions qui ont été prises sur le Covid, qui ont été prises sur les ventes, qui ont été prises toujours pour nous atomiser. Tout pour nous atomiser. Pour qu'on soit seul face à eux. C'est ça.
C'est toujours le but, parce que seul face à eux, on n'a pas une chance. C'est pas de l'aveuglement, c'est pas de l'incompétence, c'est presque dirigé pour vous. Enfin, c'est la condition. C'est intentionnel. C'est intentionnel pour être certain qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir. Autrefois, quels étaient les contre-pouvoirs en France? Ça aurait pu être l'Église. Ouais. À certains moments dans l'histoire de France, ça a été l'aristocratie, la Fronde, etc. Donc le pouvoir central en France a toujours perçu les corps intermédiaires comme quelque chose qui empêchait le roi de parler à son bon peuple, si j'ose dire. Donc il fallait les supprimer vite fait, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas, c'est la maladie mortelle de la France. Et c'est pour ça que McKinsey fait le courtisan et double les fonctionnaires. Et double les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, parfois, j'en ai eu dans ma famille, il y en avait quelques-uns qui, dans le temps, donnaient leur démission, qu'on leur demandait quelque chose de pas convenable. Pas convenable, ouais. Tandis que là, il y en a peut-être encore, mais si vous leur demandez rien, et si vous le faites faire par McKinsey, ben oui. McKinsey, c'est plus facile. Il va pas démissionner, lui. Ouais, il va écrire ce que le pouvoir veut, me semble-t-il. En principe, c'est le client qui est roi. Donc, si vous dites, je veux que vous disiez ça, qu'il faut, par exemple, mettre plus de contrôle dans les hôpitaux pour qu'ils marchent mieux, tout le monde sait qu'il y a une connerie, mais ça fait rien. McKinsey vous rend un très beau rapport pour expliquer que le contrôle des opinions, ça marche très bien. Le contrôle. On va peut-être accueillir des auditeurs, je sais qu'il y en a. Oui, ça appelle. On a Sébastien qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Bonjour à votre invité Charles, Monsieur Gave. Juste, je voulais revenir, en fait, il rejoint tout à fait. Moi, j'ai regardé l'interrogation de Monsieur de Montebourg par la commission Très bien, Montebourg. des finances. Et donc, oui, Arnaud de Montebourg. Et donc c'était, il expliquait cette désindustrialisation et cette capacité au gouvernement français à vendre toutes nos richesses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, on a commencé ça il y a 40 ans, oui. Et que donc tout notre savoir est perdu, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis viticulteur. Et tout notre savoir est perdu. C'est-à-dire qu'il y a tous les jeunes ne connaissent plus ça. Donc quand on va réindustrialiser, comment on va faire? On va faire venir des mecs qui savent de l'étranger. Comment ça va se passer? Parce que moi, je suis très inquiet avec ça, quoi. J'ai 3 garçons et je suis très inquiet. Charles. Je vais vous répondre de façon mesurée, parce que je regarde l'économie française, et vous regardez quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour des raisons historiques mais pratiques. Je regarde beaucoup la Bourse de Paris. Et vous regardez la Bourse de Paris, vous avez au moins 10 très grandes affaires industrielles de renommée mondiale. Air Liquide, Schneider, vous en avez au moins 10. Hein. Legrand, bref, il y en a. Et ce sont des sociétés qui sont prodigieusement efficaces et qui ont des performances en bourse remarquables. Mais vous remarquerez que pas une de ces sociétés n'a des usines en France. Pas une. Ou très peu. Enfin, elles en ont pour faire. Elles ont leur siège social en France, et puis c'est tout. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde industriel français, il a gardé sa capacité, mais il n'opère plus en France. Par exemple, le patron de Schneider, et qui s'appelait Tricoire, je crois, il y a quelques années, il était à Hong Kong. Il a failli louer ma maison à Hong Kong à l'époque. Et pourquoi il était à Hong Kong? Parce que 65% du chiffre d'affaires de Schneider se faisait en Chine. En Chine, absolument. Donc il disait, mais qu'est-ce que je fous à Paris? Il faut que je sois à Hong Kong, je vais aller bosser là-bas. Il a eu plein d'emmerdements avec l'office français, parce qu'on lui a dit, vous n'avez pas le droit, vous êtes patron d'une société française, vous devez payer les impôts en France. Il a dit, pas du tout, je suis à Hong Kong, je paye les impôts à Hong Kong. Bref, il a eu une grosse bagarre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez en Schneider, Air Liquide, des compétences industrielles gigantesques. Mais qui ne sont plus là. Mais qui ont décidé, une fois pour toutes, en raison de l'absence de sécurité juridique en France sur le droit de propriété, d'avoir leurs usines dans des endroits où on respecte leur droit de propriété. Mais si, par un miracle extraordinaire, la France découvrait l'intérêt du droit de propriété et qu'il faut respecter le droit de propriété, à ce moment-là, ces gars-là établiraient des usines en France demain matin. Donc, encore une fois, c'est pas l'Angleterre qui a perdu tout son capital industriel. Nous, on l'a gardé, mais on l'a gardé, il est plus chez nous. Ouais. Sébastien, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec ça, sauf que comment on fait pour les PME, TPE et voilà. qui font vivre la France, parce que quand même l'artisanat c'est quand même le premier employeur national. Il a raison. Et comment on fait? Mais le vrai problème, si vous voulez, c'est que 90% des emplois en France sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Mais pour qu'elles vivent, il faut qu'il y ait des grandes entreprises qui travaillent avec elles, qui les poussent, qui les tirent, qui les orientent, etc. Donc c'est vrai que ces gars-là peuvent rétablir des industries rapidement en France, mais qui n'auront pas
la deuxième couche juste en dessous, qui est celle dont on aurait besoin pour que ça démarre vraiment très vite et très fort. Donc, vous avez parfaitement raison. Encore une fois, c'est une façon, ce qu'espèrent ces espèces de salopards qui nous gouvernent, si je peux me permettre, ce qu'espèrent, c'est que s'ils ont des grands groupes du style Schneider ou Legrand avec qui discuter, et qu'il n'y a pas la masse des petits gars en dessous. Ben oui, qui compte. C'est ce qui compte. Comme ça, ils pourront créer des espèces de systèmes monopolistiques qui se mettront en accord avec l'État. Vous aurez des grandes sociétés et l'État qui se débrouilleront pour écraser les petites gens. Ouais, mais c'est affreux. C'est délirant, ouais. Mais dans le monde agricole, c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, on ne vit plus que par des perfusions de l'Europe et on ne vit plus de notre travail. Donc voilà. Et ça, mais c'est un scandale. C'est monstrueux, si vous voulez. Que quelqu'un, par exemple, j'imagine que si vous faites le métier de producteur agricole, du vin, etc. dans la région, c'est que vous aimez ce métier et que vous faites des bons produits, parce que sinon vous y seriez pas. Mais ce qu'il y a d'effrayant, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui font du bon boulot, du bon métier, du bon vin, ils réussissent pas à vivre. Parce que les charges sont tellement invraisemblables qu'ils réussissent pas à vivre. Et donc, on vit dans un monde de fous. Ouais. On va reparler avec nos... Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour André. Bonjour Monsieur Gaz. J'espère que vous allez bien. Bah oui, je me plains pas. Compte tenu de l'âge, ça pourrait être pire, quoi. Bon. Tout va bien, Pierre. Ouais. Je peux vous dire, cher Charles, que ça fait longtemps que je n'attendais pas le Père Noël avec autant d'impatience, puisque j'ai commandé votre livre. Donc il va falloir que je patiente un peu pour vous lire. Voilà. Mais ça me fait plaisir parce que, encore une fois, c'est pour vous que je l'ai écrit. Vous savez, c'est que j'arrive à un moment où j'essaye de faire les bilans. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive pour que les Français sachent la réalité, quoi. Donc c'est un peu, je dis pas une bouteille à la mer, mais presque. Alors Pierre, dites-moi, on vous écoute. C'est très bien, je rebondis sur ça parce que je peux vous dire que du complotiste que j'étais, on commence à me poser des questions sur l'économie et la géopolitique dans les entreprises où je travaille, où j'interviens. Ça me fait grand plaisir et j'ai souvent l'occasion de leur dire cette petite anecdote. Les mêmes qui ont détruit la France sont en train de relancer la France avec le programme Étincelle. Je dis aux chefs d'entreprise, vous êtes juste victime du syndrome de Stockholm. Encore faut-il qu'ils le comprennent et qu'ils aient les oreilles assez grandes ouvertes. Donc, on a écouté les hommes politiques, malheureusement, on est dans un système où on attend tous l'homme ou la femme providentielle. Moi, je suis très positif. Je pense qu'on va se gaufrer, se casser la gueule pour rebondir, parce qu'il faut toucher le fond pour rebondir. Mais quand on entend Monsieur Zemmour, quand on entend Marine Le Pen, quand on entend tous ces mondialistes, tout le monde veut rester dans l'UE, c'est quand même assez dramatique que l'on dise que quelqu'un comme Zemmour est une élite, c'est quelqu'un qui connaît bien la France, qui est une pointure et qui va nous sauver. Quand on voit que ces gens-là ne sont pas capables de comprendre que la France ne gouverne plus, mais c'est l'UE et les mondialistes qui nous gouvernent, c'est juste assez effrayant. Donc quand on a dit ça, moi la question, Charles, c'est une fois qu'on s'est cassé la gueule, qu'on est au fond du trou et qu'on doit remonter, qui pour nous relever? Alors j'ai mes petites idées, ça se dirige bien entendu vers des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont pour le Frexit, mais je voulais avoir votre avis sur la question. Alors je crois, oui, c'est le Frexit, le Frexit, mon Europe, etc. Et comment on va s'en sortir? La dernière page de mon livre, que vous lirez d'ici quelques temps, j'espère, parce que les livraisons sont lentes en raison de son succès, mais enfin ça je vais pas me plaindre. Mais je voudrais vous dire, c'est que je ne crois pas à la solution de l'homme providentiel, je ne crois pas à la solution collective. Il faut que chacun des Français redevienne ce que les Français étaient autrefois, vertueux. C'est-à-dire que la base d'une vraie démocratie, c'est la vertu individuelle, et qu'on se mette à réfléchir à ce dont... Mais ça veut dire quoi, vertueux, en l'occurrence? C'est-à-dire de réfléchir au bien commun, prendre des décisions non pas en fonction de savoir si on va vous augmenter le SMIC de 2,5%, 2,7% le mois prochain, mais voter en fonction de ce qui est bon pour la France. Et ce qui est bon pour la France, c'est que on retourne à la responsabilité individuelle. Et pour retourner à la responsabilité individuelle, il faut donner au peuple français le référendum d'initiative populaire pour qu'on soit gouverné par le souverain, c'est-à-dire par le peuple, et non pas par ces corneaux qui pensent qu'à nous piller. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est si la Suisse est le pays le plus riche du monde, pas d'inflation, pas de déficit extérieur, enfin je peux vous dire, pas de chômage, tout ce que vous voulez, la monnaie la plus forte du monde, et vous pouvez me donner le nom d'un politicien suisse ? Personne ne peut. Oui, mais parce que toutes les banques, tout l'argent s'est réfugié en Suisse depuis des lustres, Charles. Non, parce qu'ils ont des excédents des comptes courants absolument monstrueux. Donc, aussi curieux que paraisse, quand vous avez un excédent des comptes courants, c'est-à-dire que vous vendez plus à l'extérieur que vous achetez, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des capitaux qui arrivent pour faire la différence. Pour faire la différence. Donc, les Suisses, aujourd'hui, si vous voulez, je vous donne un chiffre parce que je trouve ça intéressant, mais au moment de De Gaulle, le poids de l'État dans le PIB suisse, c'était 30% du PIB, et nous, on était à 30%. Aujourd'hui, nous, on est à 60%, et la Suisse est à combien ?
30. Toujours 30. Et nous, on est, le poids de l'État dans un PIB, c'est 60% aujourd'hui. 60% de ce que produit la France est préempté par l'État. Donc, la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une double manœuvre qui se passe en France. C'est qu'on cesse toutes ces subventions, tout cet état de gaspillage et de corruption. C'est-à-dire que l'État, si j'ose dire, hors des missions étatiques, se restreigne. Oui. Et qu'on retrouve l'État... Dégraisser le mammouth. Dégraisser le mammouth, mais que l'État régalien doit reprendre ses fonctions avec une vigueur considérable. Donc on a un double mouvement, et ça peut se faire que si le peuple le demande. En Suisse, ils ont un État petit, parce que les Suisses, les citoyens suisses, il y en a un qui commence à faire l'imbécile, ils préviennent des autorités qu'il y en a un qui fait l'imbécile. C'est-à-dire que les Suisses sont des citoyens, nous sommes des sujets. Donc il faut que chaque Français accepte de se transformer de sujet à citoyen. C'est-à-dire qu'ils prennent sa responsabilité. Par exemple, il n'y a pas assez de gens qui se présentent aux élections cantonales, pas assez de gens qui se présentent aux élections municipales, pas assez de gens... Parce que vous vous dites ça sert à rien. Et c'est vrai. Mais... Oui, mais alors si vous dites ça sert à rien, c'est vrai, ben les gens... Mais la seule façon, c'est que si on a suffisamment qui se présentent, on pourra déloger le PR, les anciens socialistes, les caciques, etc. Mais il faut que le citoyen reprenne la main. Et ça reprendra par chaque citoyen redevenant vertueux. C'est curieux, hein? Ça se passera au niveau individuel. Ça commence à la base, ça commence avec chacun d'entre nous. Ça commence avec chacun d'entre nous de s'astreindre à faire ce qu'il doit faire, encore une fois. Ça me paraît... Merci Pierre pour votre appel. On accueille Frédéric qui nous appelle. Bonjour Frédéric de Nice. Oui, bonjour Frédéric. Oui, bonjour Monsieur Vercoff, bonjour Monsieur Gave. Bon, c'était un petit peu le même genre de question que je voulais poser, à ça près que j'aimerais que les citoyens prennent conscience de la situation, mais est-ce que le travail de SAP, de l'école, de la conscience collective n'a pas déjà été trop fait pour qu'individuellement on ne puisse pas avoir cette prise de conscience en fait? Parce que on va dire qu'il y a quelques centaines d'années, il y a un peu le siècle des Lumières, il y a eu quand même des élites qui ont montré le chemin. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que nos élites, elles font le contraire de montrer le chemin. C'est tout à fait exact, mais encore une fois, si le peuple reprend le pouvoir... Alors, je vais vous donner mon expérience personnelle qui m'a beaucoup troublé, hein, mais je vous la donne telle quelle. Les gens m'arrêtent dans la rue souvent pour me remercier, pour me dire, vous expliquer, comme ça, parce que je fais pas mal d'émissions sur YouTube et les gens ont l'air de bien aimer. Eh bien, 2 fois sur 3, ce sont des gens issus de l'immigration qui m'arrêtent. Et je me dis, ça veut dire qu'il doit y avoir les 3/4 des gens issus de l'immigration qui voient bien qu'on leur foute bien la paix, être des bons Français, envoyer leurs enfants à l'école, etc. Et puis il y en a un quart qui emmerde tout le monde, et on ne parle que de ce quart-là, et c'est là où va toutes les émotions, et là où va toute l'attention du public. Donc il me semble que... Je suis pas du tout sûr de ce que je dis, parce que ça me trouble beaucoup ce que je vous dis là. Ouais, mais je dis, la solution, je pense pas que ce soit... La France, c'est un désir pour moi. Parce qu'il n'y a pas que l'immigration. Enfin, il y a cette passivité aujourd'hui, enseignée, inculquée, etc. Le wokisme et tout ça, on va pas partir là-dessus. Si les gens viennent me voir, il y en a aussi des tas d'autres qui sont des, si j'ose dire, des Français à part de souche, ou comment vous les appelez, j'en sais rien. Mais il y a un désir immense des gens, 1, pour qu'on leur parle, et 2, pour qu'on leur explique. Et je le sens dans mes émissions, je le sens avec les gens qui me parlent, et je me dis, ça veut dire qu'ils sont pas... On leur a bourré le mou pendant 25 ou 30 ans, mais c'est pas pour ça qu'ils sont devenus crétins. Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est leur donner les moyens intellectuels d'analyser la situation. Si vous voulez, par exemple, il y a quelques jours, je leur rappelais ce qu'étaient les Grecs, vous savez, le logos, le pathos. Oui. Et j'ai expliqué comment mener une discussion dans les conditions de la discussion grecque. Et ben, les gens étaient très contents, parce que personne ne leur avait appris de faire la différence entre le pathos, le logos ou l'éthos. On leur dit les choses, effectivement. On leur dit ce qu'ils doivent penser. Voilà. On leur donne pas les moyens de penser par eux-mêmes. Voilà. Vous savez, je vous donne du... La phrase « la vérité vous rendra libre » est souvent utilisée pour exprimer l'idée que la connaissance et la compréhension de la réalité permettent de prendre de meilleures décisions et d'échapper aux illusions. Charles Gave, économiste et président de l'Institut des libertés, utilise cette expression pour analyser 40 années d'évolution économique et politique.
Son livre propose une relecture des événements économiques récents en remettant en question certaines idées reçues. Selon lui, la vérité économique est souvent déformée par des politiques mal adaptées et des décisions influencées par des idéologies plutôt que par des faits concrets. Il critique notamment l'intervention excessive des États dans l'économie, affirmant que cela conduit à des crises au lieu de les éviter. Pour lui, la prospérité vient de la liberté des individus et des entreprises à produire, échanger et investir, sans trop de contraintes. Il met en avant les erreurs des politiques monétaires et budgétaires des dernières décennies, expliquant comment certaines décisions ont favorisé l'endettement excessif et la création de bulles financières. L'un de ses arguments principaux est que la croissance économique ne peut pas être soutenue artificiellement par des injections massives d'argent dans l'économie. Il estime que les banques centrales, en manipulant les taux d'intérêt, faussent les signaux économiques et créent des distorsions qui finissent par provoquer des crises. Pour lui, la libre concurrence et la responsabilité individuelle sont les véritables moteurs de la prospérité. Charles Gave insiste aussi sur l'importance de comprendre l'histoire économique pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Il s'oppose à l'idée que l'État peut tout régler en augmentant les dépenses publiques et en régulant toujours plus les marchés. Il prend l'exemple de certains pays qui, en réduisant le rôle de l'État dans l'économie, ont connu une forte croissance et une amélioration du niveau de vie. À l'inverse, il montre que ceux qui ont choisi un modèle interventionniste ont souvent fini par s'enfoncer dans des difficultés économiques. Son analyse critique aussi le rôle des élites et des institutions internationales qui, selon lui, imposent des politiques économiques inefficaces et parfois même nuisibles. Il pense que les citoyens doivent être mieux informés pour ne pas être influencés par des discours trompeurs et pour défendre leur liberté économique. Son approche repose sur une vision libérale de l'économie, où la liberté d'entreprendre et l'innovation sont les clés du progrès. Il remet en question certaines théories dominantes et invite à repenser la manière dont les décisions économiques sont prises. En somme, son livre est un appel à une réflexion plus approfondie sur les choix politiques et économiques qui ont été faits ces 40 dernières années. En mettant en avant l'importance de la vérité pour comprendre le monde et agir de manière plus efficace.